3 chevaux sur la plaine, ils galopent. Regardez bien le premier. Vous n'en verrez pas souvent de semblable. Sa robe est gris clair. On le nomme gris poil. C'est un très grand cheval. C'est le plus grand de tous les Méharas. Regardez bien ce cheval, il ne porte pas de selle, on ne le conduit pas avec des rênes. Il ne vous charge que s'il le veut bien. On lui dit où on veut aller et c'est lui qui choisit la route. Regardez bien ce cheval, c'est le plus grand de tous les Méharas, c'est le père de tous les chevaux de Rohan. 3 chevaux sur la plaine, il galope, 3 chevaux pour 4 cavaliers. Tout le jour, il galope sur la plaine couverte de prairies. L'herbe est si haute qu'elle monte jusqu'au boulet des chevaux. Elle est si épaisse qu'elle paraît bleue. Tout le jour, il galope. Et toute la nuit vers Edoras, la belle ville aux toits d'or. C'est là que vit Théoden, le roi de Rohan. C'est le père de tous les cavaliers. Dans la belle ville d'Edoras aux toits d'or, dans les demeures du roi marche une jeune femme. Elle est grande, elle est mince, elle est vêtue d'une simple robe blanche. C'est Éowyn, fille d'Éomund, fille sœur de Théoden. Dans les couloirs des belles demeures, elle marche. Les couloirs sont dallés de pierres multicolores et les murs sont tendus de tapisseries à légende. Mais Éowyn ne voit ni les couleurs ni les images, car les couloirs sont sombres aux maisons aux toits d'or. Éowyn n'a d'ailleurs pas besoin de lumière pour y voir. Elle reconnaît ces couloirs à son pas, elle les marche depuis l'enfance et là, elle fait surtout attention de ne pas faire de bruit. Ainsi, elle entend mieux celui qui la suit car un homme la guette de sous ses paupières lourdes et Éowyn ne sait s'il est derrière ou devant. Elle ne sait si c'est le jour ou la nuit. Elle ne sait si c'est l'hiver ou l'été. Elle ne sait que marcher dans les couloirs sont tout droits, elle marche, le couloir est tout droit, elle marche, le couloir fait un angle, et là il y a une fenêtre, et Éowyn se penche. C'est l'aube. Un garde accueille des voyageurs. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que venez-vous faire ici? Qui voulez-vous voir? Combien de temps pensez-vous rester? Mais nous ramenons des chevaux que l'on nous a prêtés. Ne reconnaissez-vous pas vos propres chevaux? Et le garde emmène les chevaux. Et Éowyn reconnaît Gris-Poil, le grand cheval à la robe claire. Alors Éowyn fait demi-tour et elle rebrousse son chemin dans les couloirs. Elle veut aller dans la grande salle. Elle veut aller voir entrer les voyageurs. Éowyn entre dans la grande salle en soulevant une tenture et elle va prendre place derrière le fauteuil du roi. Le roi Théoden est installé sur le grand fauteuil de bois doré. C'est un vieillard. Il est tout recroquevillé, il est comme poussiéreux, il a les cheveux tout blancs, il a les cheveux si abondants qu'on en a fait de grandes tresses qui pendent de part et d'autre de son visage. Sur le trône, sur l'estrade où est dressé le trône, en bas de l'estrade, est un petit homme aux jambes torves. C'est Grima, c'est l'intendant du roi, c'est l'homme aux paupières lourdes.
Mais voilà qu'entre les voyageurs, et devant eux, Éowyn voit Gandalf et elle se réjouit. Elle ne l'a pas vu depuis qu'elle était toute petite. Et Gandalf est un magicien. Il porte un manteau gris. Et quand son pas vif écarte les pans du manteau, on voit la lumière du vêtement blanc qu'il porte par-dessous. Il a les cheveux blancs, il a la barbe blanche, il porte un large chapeau sous le rebord duquel le regard étincelle. À côté de Gandalf est Aragorn. C'est un homme aux longues jambes, c'est un rôdeur du Nord, on l'appelle le Grand Pas. Près de lui, Legolas, l'elfe, c'est le fils du roi Thranduil de la Forêt Noire. Et avec eux est Gimli, le nain, fils de Glóin, roi sous la montagne. Et voilà Gandalf qui s'incline profondément devant le roi. Et puis il parle. Il parle d'une tempête qui monte, d'un ciel qui s'assombrit, d'un orage qui gronde et de la nécessité pour tous les amis de se réunir pour lutter ensemble contre Sauron, le mal qui monte de Mordor. Mais il n'est pas le bienvenu. Et Théoden le lui dit crûment. Il n'a pas besoin de corbeaux de tempête. Déjà son fils Théodred est tombé aujourd'hui aux marches du royaume. Et les mauvaises nouvelles ne sont pas si nouvelles. D'ailleurs, mauvaises nouvelles font mauvais hôtes. Le petit type en bas de l'estrade s'est tourné vers le roi. Bien parlé, roi. Mais a dit Gandalf, il est diverses manières de venir avec de mauvaises nouvelles. Et l'une de ces manières consiste à apporter de l'aide. Les gens que vous voyez avec moi, l'homme, l'elfe, le nain, portent des noms qui honorent grandement vos maisons. Aragorn, fils d'Arathorn. Legolas, fils du roi Thranduil de la Forêt Noire. Gimli, fils de Glóin, qui représente les nains. Leurs épées valent des compagnies. Et les manteaux gris qu'ils portent leur ont été donnés par Galadriel, la reine des elfes. Hi, a dit le petit homme en bas de l'estrade, la sorcière du bois d'or. Grima, fils de Galmod, garde ta langue derrière tes dents, a dit Gandalf, car je n'ai pas traversé le feu, le gel, la mort, le sang pour échanger des propos malsonnants avec un domestique jusqu'à ce que tombe l'éclair. Gandalf a levé son bâton, la foudre est tombée devant Grima et l'a fait rouler sur le sol. Alors a dit Gandalf, maintenant Théoden, voulez-vous m'écouter? Tout n'est pas aussi sombre qu'il y paraît, mais levez-vous, marchez, sortez de vos salles et regardez votre royaume. Éowyn, debout derrière le trône du roi, a vu la main frémir sur l'accoudoir. Elle a vu le pied se tendre, se poser, et avant que le pied ne soit posé pour le second pas, déjà, elle était à côté du roi, elle lui a offert son bras, et il s'est appuyé sur elle. Ainsi, l'un s'appuyant sur l'autre, ils ont traversé toute la salle au milieu des hommes d'armes. Quand ils sont arrivés devant les portes, des gardes ont ouvert les battants. Alors, l'air est entré dans la salle avec la lumière et tout le monde a senti son cœur soulagé. Et ils se sont arrêtés un instant sur le seuil. Gandalf a dit à Éowyn, « Madame, laissez le roi avec moi, je vais prendre soin de lui. » Alors elle s'est immobilisée. Elle avait de la lumière plein les cheveux. Elle avait
le visage comme le ciel. Toute simple, élancée dans sa robe blanche, elle était comme un jeune jonc au bord de l'étang au printemps. Et en même temps, on la sentait forte et dure, comme une jeune reine qui aurait été forgée par les elfes. C'est ainsi que l'a vue pour la première fois Aragorn, fils d'Arathorn. Et il l'a trouvée belle, mais froide, comme une matinée de printemps. Et elle a senti sur elle le regard de l'homme. Alors elle a détourné les yeux. Elle a vu en lui la majesté cachée. Elle a vu l'homme déterminé, poli aux longues veilles durcies, au long parcours. Elle est restée un instant immobile et puis elle s'est détournée et elle est rentrée dans les salles. Alors Théoden a marché devant ses portes et il a regardé le soleil qui dansait sur la rivière. Il a levé les yeux et il a respiré le parfum des nuages. Gandalf, que devons-nous faire? Eh bien, sire, faites chercher votre épée. Et venez près de moi, j'ai quelque chose à vous raconter. Éowyn était dans les salles. Elle n'a pas vu l'étincelle dans l'œil du roi et elle n'a pas entendu ce que Gandalf voulait lui raconter sur la comté. Un petit pays là-bas à l'ouest où vivent les hobbits, les petites personnes. Et sur l'un d'eux, Frodon, qui a reçu un cadeau embarrassant. C'est un anneau d'or, magnifique, magique. Un pouvoir y est écrit. Invisibilité et jeunesse éternelle. Mais voilà, passer cet anneau, le réchauffer, l'avoir à son doigt, c'est perdre toute paix. Gandalf a dit sur la nécessité de détruire cet anneau, car l'envie qu'il met au cœur de tous les hommes engendre la cruauté et le mensonge. Sur la nécessité de détourner l'esprit de Sauron de son royaume, car il n'est qu'un moyen de détruire cet anneau. C'est de le jeter dans les cavernes du destin, à Orodruin, là où il a été forgé. Et il faut distraire Sauron parce que Frodon marche maintenant dans le royaume de Sauron. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen, ouvrir la guerre. Déclarer la bataille ouverte à Sauron. Et quand Gandalf a fini de parler, l'étincelle dans le regard du roi est devenue un vrai feu. Mais Éowyn était dans les couloirs et elle n'a pas vu le feu dans le regard du roi. Et elle n'a pas vu non plus le retour de l'épée. Parce que l'épée, on ne la trouvait pas. Elle était dans un coffre et on avait perdu la clé. Et la clé, c'est Grima qui l'avait. Et quand on a ouvert le coffre, il y avait l'épée et toutes sortes d'objets qu'on avait vus disparaître au fil des temps, qu'on avait perdus peut-être et qu'on a retrouvés et qui étaient volés peut-être. Mensonge, a dit Grima. Mais il a été démasqué, il a été destitué, il a été humilié, il a été chassé, il est parti plein de haine. Mais Éowyn était dans les couloirs et elle n'a pas vu toute la cour regardant Grima dans sa fuite. En fait, elle n'est venue que parce que le roi a décidé de partir à la guerre. Et il l'a fait appeler parce qu'il veut donner un grand banquet pour parler à ses capitaines. Alors Éowyn
est venue dans les salles, elle a ouvert les coffres, elle a sorti les nappes, elle a disposé les couverts, elle a coupé le pain, servi les fruits, tiré le vin. Et quand chacun a été installé, elle leur tendait la coupe en les appelant chacun par leur nom. Et quand elle est arrivée devant Aragorn, elle a dit « Je bois à vous. Je bois à vous, Aragorn, fils d'Arathorn. Je bois à l'accomplissement de vos souhaits. » Alors il a tendu la main pour prendre la coupe. Mais dans ce geste, il frôle le bras de la jeune fille et il sent comme elle tremble. Alors il cesse de sourire et son front se recouvre d'une ombre. Mais voilà que le roi se lève. Il veut parler à ses capitaines. Il est prêt pour partir à la guerre, mais c'est sans doute sa dernière chevauchée. Il ne reviendra pas. Mais il ne veut pas partir sans confier son peuple à un nouvel intendant. Alors mes hommes, qui dois-je choisir? Mais quelqu'un de votre maison, ont-ils dit, de la maison des Orles. Mais qui, puisque je pars moi-même à la guerre et que Éomer, mon fils sœur, part avec moi? Eh bien, il y a Éowyn, ont-ils dit. Elle est courageuse, elle est intelligente, elle a le cœur bien placé et tout le monde l'aime. Alors le roi a fait chercher un beau corselet d'acier forgé et un aume et une épée. Et Éowyn a mis un genou en terre pour les recevoir. Elle était là devant le roi et le roi lui a redit « Je crois que je ne reviendrai pas ». Mais elle a dit « Vous reviendrez, sire, vous reviendrez, et chaque jour qui me sépare de votre retour sera pour moi comme une année. » Et elle parlait en regardant le roi, mais Aragorn était debout à côté du roi, et c'est son regard qu'elle le cherchait. Et le lendemain, quand l'armée de Théoden s'est ébranlée pour partir à la grande bataille, une blanche silhouette est restée aux portes des belles demeures de Théoden. Longtemps, la blanche silhouette a attendu jusqu'à ce que la dernière poussière soit retombée sur la plaine. Et seulement ensuite, elle est entrée dans les maisons. Une fois l'armée partie, Éowyn a rassemblé tout le peuple d'Edoras et l'a fait monter à Denaro. Les gens des campagnes aussi, les gens de la ville. Denaro, c'est une forteresse de Théoden. Ce n'est pas un endroit très important. C'est un cul-de-sac, c'est une route qui va jusqu'à Denaro et puis voilà, on est aux collines. Mais dans les collines, il y a des cavernes. Et quand les cavernes sont bien approvisionnées, c'est un endroit facile à défendre et qu'on peut tenir longtemps. Alors Éowyn y a rassemblé tous ces gens, a donné à chacun sa place, à chacun sa nourriture. Et puis, elle a ordonné toutes choses chaque jour, et quelques jours ont passé. Et c'était en fin d'après-midi. Sur la plaine, elle a vu arriver une petite troupe de cavaliers. Et quand elle a reconnu qu'ils venaient à Denaro, elle a fait dresser un campement. Quand elle a vu que le groupe était dirigé par Aragorn, elle a fait préparer un repas. Et c'est le soir, à la table du repas, qu'elle l'a remercié d'être venue pour lui donner des nouvelles de la bataille. La bataille qui a été gagnée, la bataille qui a été une victoire. Mais Aragorn lui dit qu'il n'est pas venu pour lui donner des nouvelles de la bataille. Même si c'est toujours un plaisir de la voir, il est venu là parce que son chemin passait par là. Mais il a dû se tromper. Aucun chemin ne repart de Denaro. On en part comme on y est venu, c'est un cul-de-sac. Non, il ne s'est pas trompé. Non,
c'est que demain, a-t-il dit, je prendrai le chemin des morts. Quoi? Vous voulez donc mourir? Car il ne laisse passer personne. Moi, ils me laisseront passer. Mais c'est de la folie. Pourquoi ne restez-vous pas à vous battre avec mon frère et mon oncle, là où votre épée fait merveille? Vous nous défendriez et nous nous réjouirions. C'est ma seule chance de mener correctement cette partie contre Sauron, a dit Aragorn. Il y a sous le chemin des morts une armée de spectres redevables d'un service armé à ceux de ma famille. Depuis des siècles, ces âmes errent là en cherchant comment racheter leur forfait. Et moi, j'ai besoin d'une armée fraîche pour voler au secours de ma terre, Gondor. Que croyez-vous, Éowyn, que je fasse un caprice? Mais non, si j'étais là où le désire mon cœur, je serais maintenant dans la belle vallée de Fontecombe. Elle a réfléchi un instant à ce que cela voulait dire. Et puis, je vois que vous êtes un seigneur rigide et déterminé. Alors je dirais, demain matin, emmenez-moi avec vous, car j'en ai assez de me cacher dans les collines. Mais, Éowyn, votre devoir est auprès de votre peuple. Mon devoir? Est-ce que je n'en ai pas assez entendu parler de mon devoir? En fait, vous voulez me dire que je suis une femme et que ma place est dans la maison, à m'occuper des feux, des lits et de la nourriture. Mais je ne suis pas une servante. Je sais manier l'épée et je sais monter à cheval. Et je n'ai peur ni de la faim, ni du froid, ni de la peur, ni de la mort. Mais Éowyn, vous n'avez rien à faire dans le sud. Mais ceux qui viennent avec vous non plus n'ont rien à faire dans le sud. Ils ne viennent avec vous que parce qu'ils ne veulent pas être séparés de vous, parce qu'ils vous aiment. Éowyn s'est levée et elle est sortie des salles. Mais le lendemain matin, juste au point du jour, Aragorn était déjà prêt au départ. Ses hommes étaient déjà à cheval. Il resserrait la sangle de son cheval. Quand Éowyn est arrivée, elle avait revêtu le corselet, le aume. Elle avait l'épée au côté. Elle a dit à Aragorn, « Je suis prête, Aragorn, emmenez-moi. » « Mais je ne peux pas, » a dit Aragorn, « du moins pas tant que je n'ai pas parlé avec votre frère ou avec votre oncle, et ils sont loin et le temps me presse. » Alors Éowyn est tombée à genoux. Elle a dit, « Je vous en supplie. » Aragorn a pris la main d'Éowyn, il l'a relevée, il a déposé un baiser sur ses doigts, et puis d'un seul mouvement, il s'est retourné, il a mis le pied à l'étrier, il s'est élevé dans la selle de son cheval, il a poussé son cheval au trot puis au galop, et il est parti sans se retourner. Et seuls ceux qui galopaient avec lui ont vu sur son visage quelle était sa douleur. Trois jours après, le roi Théoden est arrivé à Denaro. Et il ramenait avec lui de la grande bataille qu'il avait gagnée un nouvel ami. Et c'était Merry, le hobbit. Il avait fait sa connaissance à la bataille. Et Merry lui avait raconté la comté.
Et il l'avait invité, quand tout cela serait fini, à fumer les longues pipes dans les belles veillées de la comté. Et le roi l'avait pris en amitié. Il l'avait fait chevalier de sa maison. Et Éowyn est allé à leur rencontre. Et quand Merry l'a vu, il l'a trouvée belle, mais triste. Mélancolique peut-être. Et il l'a regardée avec beaucoup d'intérêt. Mais le soir, pendant le repas, est arrivé un cavalier qui avait fait une longue chevauchée et il arrivait de Gondor avec la flèche rouge. Et la flèche rouge, c'est le signal de la grande urgence entre Gondor et Rohan. Voilà que Minas Tirith est assiégée et qu'ils ont besoin d'hommes frais de toute urgence. Alors Théoden s'est levé et il a annoncé que l'armée se mettrait en marche le lendemain matin. Et tout le monde s'est levé et parti. Mais voilà, le lendemain matin, le soleil ne s'est pas levé. Et le roi a annoncé à Merry qu'il ne le prendrait pas à la bataille. Son poney est beaucoup trop petit pour ses grands chevaux de Rohan. Et puis il ne peut le donner à personne, il serait une charge. Alors un chevalier est arrivé. Il avait déjà baissé la visière de son casque. Alors Merry, Monsieur le Hobbit, vous êtes contrarié? Vous voudriez aller là où va votre Seigneur? Mais vous savez, quand tout est ligué contre vous, il reste encore la volonté. Si vous voulez, je vous prends, je vous cache sous mon manteau. Et je ne vous montrerai que quand nous serons tellement loin qu'on ne pourra pas vous renvoyer. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Oh, si je le veux. Oh oui, je le veux. Merci beaucoup, monsieur le chevalier. Merci beaucoup. Mais comment vous nommerai-je, car je ne vous connais pas? Ah? Eh bien, nommez-moi Dernhelm. Et c'est ainsi que quand Théoden est parti pour aller à la grande bataille des champs du Pelennor, il l'emportait, caché sous le manteau d'un de ses chevaliers, Merry le Hobbit. Il lui a fallu des jours pour atteindre le champ de bataille et Gondor. Il lui a fallu des jours et sans l'aide des hommes sauvages, il n'aurait pas réussi à traverser la forêt infestée d'orques et des hommes mauvais de Sauron. Mais il a pu traverser la forêt tout de même. Il a arrangé ses compagnies qui étaient toutes désorganisées par les jours de chevauchée. Les derniers jours, Dernhelm avait peu à peu remonté la colonne pour se trouver à l'heure de l'attaque dans l'entourage immédiat du roi. Et le roi a lancé ses compagnies à l'assaut. Et d'abord, on n'a rien vu sur la plaine. Les cavaliers roulaient au trot puis au galop et c'était comme une mare et ils étaient si nombreux qu'ils remplissaient les fossés et qu'ils passaient par-dessus les murs. Il y avait des incendies sur la plaine, il y avait des incendies dans la ville, mais pas de résistance. C'est que l'ennemi était tout tourné déjà vers la prise de la ville. Et quand ils sont tombés sur leurs arrières, les hommes de Rohan en ont tué beaucoup. Mais l'ennemi s'est ressaisi. Et bientôt, les capitaines cavaliers ont dû montrer
tout ce qu'il savait faire. Et Théoden lui-même, il touche un regain d'énergie. Théoden, il a retrouvé l'ardeur de sa jeunesse et il vole dans la bataille et son épée fait merveille et il affronte le capitaine ennemi et il le tue. Et à le voir ainsi, ces hommes crient de joie. Mais voilà qu'une ombre passe dans le ciel et le bouclier de Théoden est terni. Et le cœur de ces hommes tremble et les chevaux deviennent fous de peur et ils se dérobent sous la main de l'homme qui les monte et ils s'écartent et ceux qui ne s'enfuient pas roulent et ils écrasent l'homme qui les conduit et Nivacrin lui-même, le cheval du roi, pointe et il jette Théoden au sol et il retombe sur lui et il a l'encolure percée d'une flèche noire. Alors, l'être qui a créé cette peur se pose. Et voilà que c'est un oiseau. Mais il ne porte ni poils, ni pennes, ni plumes. Et ses ailes sont de peau comme des pattes palmées. Et il pue. Et de sa griffe d'acier, il ouvre le ventre du cheval. Et il se met à fouiller dans les entrailles. Et sur le dos de la bête est un cavalier. Il porte un grand manteau noir et un aume noir surmonté d'une couronne d'acier. Mais entre le manteau et le aume, rien que l'éclat d'yeux sinistre dans l'espace laissé pour le visage. Et la bête, c'est le Nazgûl. Et le cavalier, c'est le capitaine des neufs, c'est l'esprit servant de l'anneau. Autour de Théoden tombé, il n'y a plus un seul chevalier debout, sauf Dernhelm. Et Merry, le hobbit, a été jeté à terre et il rampe et il est malade d'horreur. Et son cœur lui crie « Lève-toi, ouvre les yeux, marche !» Mais son corps ne suit pas. Et c'est alors, dans les ténèbres de son esprit, qu'il entend une voix lointaine, ténue mais claire. Et cette voix dit « Allez-vous-en, bête immonde, prince de la charogne, laissez les morts reposer en paix. Ne t'interpose pas entre le Nazgûl et sa proie, sinon il ne te tuera pas à ton heure. Si vous ne vous en allez pas, alors je vous obligerai. M'obliger, aucun homme vivant ne le peut. Mais ce n'est pas un homme que tu as devant toi. Je suis une femme, je suis Éowyn, fille d'Éomund, et celui-ci est mon parent, et je te frapperai si tu le touches. Alors Merry a ouvert les yeux, et il voit Dernhelm, et Dernhelm enlève son casque, et c'est Éowyn. Et elle va mourir. Mais au moins, elle ne mourra pas seule et abandonnée. Alors, Merry se met à faire mouvement et il prend beaucoup de précautions. Mais il n'aurait pas besoin de prendre tant de précautions, car la bête est déjà toute tournée vers la prochaine méchanceté. Et cette méchanceté, c'est sa bête qui va la commettre. Et déjà, elle lève le bec pour percer Éowyn. Mais Éowyn est calme. Et elle voit venir le coup et d'un seul moulinet de l'épée, elle tranche le col juste derrière la tête. Et tout l'équipage adverse bascule en avant. Alors l'esprit servant a un cri de rage et il lève sa masse d'armes noires et il l'abat sur Éowyn. Éowyn est
calme, elle interpose son bouclier, le bouclier vole en éclats, le bras retombe brisé et Éowyn est à genoux. Et déjà, l'esprit servant remonte son arme pour un second coup. Mais au moment où il va le porter, c'est lui qui tombe en avant. Et c'est Merry qui, de sa petite épée, a frappé par derrière sous le manteau. Il est remonté, il a fendu le tendon derrière le genou. Et voilà l'ennemi tombé juste devant Éowyn, qui a le bras cassé, les yeux fermés. Alors Merry crie « Éowyn, Éowyn !» Elle ouvre les yeux, voit son ennemi, rassemble toutes ses forces. Elle plante son épée entre le aume et le manteau. Et l'épée disparaît en crépitant dans une poussière d'or. Éowyn tombe, elle n'a plus de force sur son ennemi, mais il n'y a plus rien. Juste une petite plainte qui disparaît dans l'air glacé. Et plus rien ne bouge. Alors Merry fait 2 pas et 2 autres pas. Et il arrive devant le roi qui ouvre les yeux. Alors Merry, vous voilà à la fin. Nous ne fumerons pas les longues pipes dans les belles veillées de la comté en nous racontant des histoires. Mais où est Éomer? Car je dois lui remettre la royauté et mon étendard et lui recommander Éowyn qui m'est plus chère qu'une fille. Éomer avait vu de loin le malheur du roi et il est arrivé à temps pour recevoir l'étendard et les dernières recommandations du roi. Et puis le roi est mort. Ne pleurez pas, mes hommes, a dit Éomer, car le roi est mort en ayant retrouvé toute sa dignité. Mais prenez-le plutôt et emmenez-le vers la ville pour qu'il reçoive les honneurs qui lui sont dus. Et prenez avec lui chacun des chevaliers de sa maison qui sont tombés pour lui. Et à chacun, Éomer a donné un regard. Et c'est alors qu'il a vu Éowyn. Il est resté arrêté comme un homme percé par une flèche au milieu de son cri. Il est devenu très pâle. Et puis il a été pris d'une humeur de folie. Et dans sa fureur, il est remonté à cheval en rassemblant ses hommes. Et il est parti à la bataille en criant « Allons, détruisons tout, tuons, 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 car la mort nous prend tous !» Et dans les couloirs glacés où elle errait depuis sa chute, Éowyn a entendu les imprécations d'Éomer. Et elle aurait voulu lui dire quel calme glacé elle connaît maintenant. Ainsi, c'était cela, préférer la mort dans un geste de gloire plutôt qu'une vie humiliée. Ainsi, c'était cela. Elle ne perçoit plus rien. Elle ne sait même pas si son ennemi est mort. Elle n'est plus qu'un objet blanc, flottant, dérivant dans des couloirs sans fin. Et la colère d'Éomer ne l'a pas servi. D'abord, il a tué beaucoup d'ennemis, puis ils ont lâché des loups. Et quand il a vu sur la rivière les barques noires des pirates d'Umbar, il a pensé tout perdu. À ce moment, dans ce jour qui n'était pas encore levé, soudain on a vu
dans la nuit brunâtre se détachait le disque du soleil. Alors il a lancé son épée en l'air et il l'a regardé tournoyer sur le disque de cuivre. Il se battra jusqu'à son dernier souffle, car il est roi et il est jeune et il est le roi d'un peuple féroce. Et quand il a baissé le regard pour rattraper l'épée, alors il a vu monter une nouvelle bannière sur la première des barques noires, une bannière avec un arbre blanc surmonté d'une couronne. Et ça, c'est pour Aragorn, fils d'Arathorn, qui a débarqué une armée fraîche qu'il a prise au chemin des morts. Et Aragorn est venu aider Éomer à achever la bataille. Et puis tout fut fini. Et les chevaux se sont arrêtés là où ils étaient. Et les capitaines ont relevé la visière de leur casque et ils se sont regardés l'un l'autre et ils se sont approchés l'un de l'autre et ils se sont étreints et leurs yeux étaient pleins de larmes, car ils étaient là maintenant du sang et des batailles. Et ils sont allés camper près des murs de la ville. Et Éomer a dit à Aragorn qu'il voulait aller se recueillir auprès du roi Théoden. Aragorn a dit que lui, pour sa part, il avait besoin de voir Gandalf. Alors ils sont montés tous les deux dans les hautes salles, ils sont montés par les rues de la ville jusqu'au grand château, tout en haut de la colline où on avait disposé le corps de Théoden sur un catafalque recouvert de soie. Et Éomer s'est incliné, Aragorn s'est incliné, et soudain Éomer a dit aux gardes: « Mais où est ma sœur Éowyn? Elle devrait être couchée à côté du roi, avec en tout cas autant d'honneur. » « Mais comment ?» a dit le garde. « Vous ne savez pas? Dame Éowyn n'était pas morte quand on l'a amenée ici. Elle respirait encore. » Un respire, un soupir, peut-être guérir, un avenir. On avait perdu le savoir dans les maisons de guérison. Mais Gandalf l'a dit à Aragorn, la main du roi est une main de guérisseur. Un respire, un soupir, un avenir peut-être, la rencontre de Faramir. Et j'en dirai. Mais je ne vous en dis qu'un petit peu. Mais je vous dis soupir, guérir, revenir, sourire. Elle guérira. Merci.